Donc voilà un petit peu les objets sur lesquels je travaille. Je suis aussi un militant de la Ligue de l'enseignement, donc de temps en temps, j'essaie d'accompagner les équipes qui travaillent là-dessus, sur l'éducation populaire. Et s'il y a bien un champ d'éducation populaire qui est important, c'est le pilotage des projets, l'évaluation et les compétences. Éducation populaire, ça veut dire apprendre autrement. Ça veut dire apprendre à être citoyen, ça veut dire apprendre la démocratie, ça veut dire apprendre l'émancipation. Et je ne vois pas comment elle peut être populaire si elle fait comme un pâle décalque de l'éducation nationale. Donc on va revenir sur l'histoire des rythmes scolaires. Si certains d'entre vous avaient jeté un œil au pavé qu'est la loi, qui s'appelle bien loi de refondation, vous avez dû voir qu'il y a dans un abstract, dans un résumé, il y a 25 mesures prioritaires. Les rythmes scolaires n'étaient qu'une sur les 25. Et en fait, c'était quasiment la dernière roue du chariot. C'est-à-dire que nous avions dit, les soi-disant scientifiques, ne parlez pas des rythmes tant qu'on n'a pas reparlé des apprentissages, tant qu'on n'a pas reparlé des volumes nécessaires à construire des compétences. On sait très bien qu'une compétence, pour la construire, pour un enfant de 7-8 ans, il faut 15 à 20 heures. Une compétence pour un collégien, c'est une vingtaine d'heures de boulot. Une compétence à l'université, chez nous à Grenoble, puisqu'on travaille comme ça depuis 20 ans, c'est entre 25 et 40 heures. Un métier, aujourd'hui, c'est entre 7 et 15 compétences pluridisciplinaires. Pas plus. Si vous dépassez la quinzaine de compétences, c'est plus un métier. C'est un catalogue de la redoute. Le métier d'élève, vous connaissez peut-être François Lubin, qui est un voisin, parce qu'il enseigne dans les universités à côté, qui est un sociologue, il a sorti des livres sur le métier d'élève. En France, on rentre à l'école à 6 ans, même à 3 ans en maternelle. La maternelle, vous savez, c'est une exception. Il n'y a qu'une quinzaine de pays dans le monde qui ont des vraies maternelles. D'ailleurs, les enfants rentrent à 7 ans. En France, ils rentrent à 6 ans, et la durée moyenne de scolarisation en France, c'est normalement 20 ans. 19 ans, 6 mois. Ils en prennent pour 20 ans. Nous aussi, on est dedans, hein. Ben, si 20 ans, c'est pas un métier, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Parce qu'en 20 ans, vous avez le temps de construire des valeurs, vous avez le temps de construire des rituels, vous avez le temps de construire des capacités, vous avez le temps de construire des... Donc c'est un métier. Élève, c'est un métier. Eh bien, dans le métier d'élève, il faudrait reconnaître les élèves, justement, comme des professionnels de leur propre apprentissage. Et du coup, ça renvoie dans la maison, dans la famille des enseignants et des animateurs, parce que là, on est dans le champ de l'éducation, on a au moins des métiers différents, ce sont bien des métiers, mais qui n'ont pas tout à fait les mêmes postures. Un animateur, un enseignant, un professeur, c'est un professionnel du changement des autres. Le cœur du métier, c'est ça, c'est d'aider l'autre à changer. Et c'est pour ça que, par exemple, la question du projet, je n'ai pas le temps d'aborder aujourd'hui, elle est fondatrice. Un établissement scolaire qui n'est pas en projet, je ne vois pas comment il peut aider les autres à se mettre en projet. Et si le projet d'établissement, c'est simplement du fonctionnement, repeindre un peu les volets, faire quelques voyages en Angleterre, emmener les élèves qui ont de l'argent plus tôt, ça, c'est pas du projet d'établissement, c'est pas ça. Un projet d'établissement, un projet éducatif, c'est l'ambition collective de la communauté d'apprendre autrement aux élèves. Et vous avez la première difficulté, et ça interroge aussi les projets éducatifs des amis animateurs qui sont là, si votre projet ne tient pas la route, je ne vois pas en quoi vous allez être l'exemple des gens avec qui vous travaillez. Je vais dire aux autres, je vais t'aider à changer, mais moi je ne veux pas bouger d'un iota. C'est comme ça que les gens finissent inspecteurs. Ils passent leur temps à contrôler les autres. C'est mes amis, j'ai essayé de les former pendant 10 ans au ministère. C'est plus mes amis. Je les trouve co-responsables de l'ossification provisoire du système. Donc on veut les supprimer. Pas physiquement. Encore que. En tout cas, dans le monde, il y a 52% des pays où on a enlevé les corps d'inspection, où on n'a pas mis de corps d'inspection et on a mis des corps de facilitateurs. Il faut que le tiers, l'externe, vienne aider les autres à avancer. Il faut qu'ils prennent le risque de s'impliquer dans le projet et il faut qu'ils lâchent le contrôle. J'y reviendrai tout à l'heure. Tous les systèmes meurent d'excès de contrôle. Tous. On finit par contrôler ce qui n'a plus de sens.
Mais comme le contrôle est bien fait, on a l'impression que ça va bien, quoi. Les élèves sont rentrés, ils sont assis, ils ne braillent pas, le prof est là, il n'est pas alcoolo. Apparemment, le programme est fait, on ferme la porte, on s'en va, donc ça tourne. Ben non, ça ne tourne pas du tout. Donc, c'est cette histoire des RIP. Quand vous relisez le texte de Payon, 2013, Payon disait « Pourquoi on va modifier les rythmes ?» Il ne l'a pas dit, mais c'est parce que Hollande a un peu poussé pour accélérer, mais maintenant que ça va, il faut faire avec. Hein. Il y a deux objectifs. Le premier, c'est la réussite des élèves, de tous les élèves, et le deuxième, c'est d'aider à apprendre. Vous reprenez le texte de Benoît Hamon, qui est l'actuel ministre, vous retrouvez les deux mêmes finalités. C'est plus que des objectifs, c'est des finalités. Les finalités, c'est des objectifs qui sont poussés tellement loin qu'on n'y arrivera jamais. Et donc il va falloir les tirer dans le réel. Les tirer dans le réel, ça s'appelle un objectif évaluable. Il dit exactement la même chose. L'entrée sur la modification des rythmes de l'année scolaire, du temps scolaire, vise deux grandes finalités, la réussite de tout le monde et l'apprentissage. Donc moi je vous propose trois petits moments. Le premier petit moment, c'est de dire, mais aujourd'hui, 2014, qu'est-ce qu'on appelle réussite et qu'est-ce qu'on appelle apprendre? Parce que c'est pas tout à fait la même chose que vous. Enfin, la plupart d'entre vous, vous êtes très jeunes. Elle n'a pas changé depuis Napoléon, l'école. Hein. C'est Napoléon qui a fait les lycées. Hein. Quand il a fait les lycées, c'était pas pour démocratiser l'enseignement. Hein. C'était pour tirer son élite impériale. Ça n'a pas changé d'un iota. J'ai été proviseur pendant 5 ans. Quand le recteur nous embêtait, proviseur, normalement, ça veut dire celui qui pourvoit. Quand le recteur nous cassait les pieds pour diminuer les taux de redoublement, pour tricher en fait sur l'évaluation, comme d'habitude, on lui renvoyait le texte de Napoléon, qui était toujours en vigueur. Tout proviseur qui était à cheval du temps de Napoléon a droit à 2 bottes de paille par jour pour son cheval. Donc on dit, nous, tant qu'on n'a pas nos 2 bottes de paille, vous pouvez dire ce que vous voulez. Bon, depuis, ils ont abrogé le texte de Napoléon. Donc une première partie qui sera là-dessus, de quoi on parle, j'irai assez rapidement, mais c'est important, parce que je pense qu'il y a beaucoup de malentendus sur la réussite. Une deuxième partie qui serait aujourd'hui sur vos projets, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu des études, il y a eu quelques enquêtes. Marianne tout à l'heure vous a fait part de l'enquête qu'ils ont menée, avec des indices de satisfaction. Il y a des équipes de chercheurs qui sont allées un peu plus loin. Et puis la troisième partie, qui pour moi serait la plus importante, c'est mais comment faire pour faire advenir cette école? Comment faire pour tirer encore plus? Vous avez de la chance à Figeac. Ce que j'ai entendu tout à l'heure de la collègue de la mairie, ça marche bien. Mais moi, j'accompagne une dizaine d'autres communes en France où ça ne marche pas du tout, où il n'y a toujours pas de projet. J'habite Chambéry, qui vient de passer à droite. Le maire a décidé qu'il ne ferait pas de PEDT. Il appliquerait la loi, point barre. Et en savoir, comme il y a une dizaine de communes importantes qui sont passées à droite, elles se sont mises ensemble pour dire, ben nous, on fera que ce que dit la loi. Alors que nous, on avait travaillé avec la municipalité de Chambéry pendant 2 ans à la Ligue pour faire un peu comme vous. Et même pour essayer d'aller un peu plus loin. Donc, de toute manière, c'est jamais gagné. Donc la troisième partie, ça serait comment aller plus loin, à la fois dans ce que vous faites et dans ce qui va arriver. On pourrait presque appeler ça l'école de demain. La coéducation, c'est l'école de demain, de toute façon. Donc sur la première partie, rapidement. Moi, je travaille sur l'évaluation depuis une bonne quarantaine d'années. Je vous rappelle simplement la démarche. Pour évaluer quelque chose, donc évaluer, c'est dire la valeur. C'est dire le sens. Contrôler, c'est dire le rapport à la norme. C'est pas pareil. Quand vous évaluez, vous êtes dans le projet de la personne. Quand vous contrôlez, vous ne rentrez pas dans le projet de la personne. Vous représentez la norme. Pour évaluer, donc, il faut d'abord construire ce à partir de quoi vous allez décider si ça va ou ça ne va pas. C'est ce qu'on appelle un référent. Vous connaissez la version du référent, ça s'appelle un projet. On commence toujours par construire un projet, de quoi on parle. Ensuite, on regarde l'état actuel, ça s'appelle un référé. Et évaluer, c'est comparer un référé à un référent, pour expliquer ce qui va et ce qui ne va pas. C'est toujours un processus, évaluer. On n'évalue jamais qu'une fois. Si vous n'évaluez qu'une fois, vous êtes dans le contrôle. Quand on avait mis en place les évaluations nationales, la règle, c'est qu'elles devaient être passées 2 fois. Si vous ne les passez qu'une fois, c'est un contrôle. Et la vacherie qui va avec, c'est qu'en fait, l'enseignant en 6e contrôle le boulot de l'institut.
qui lui a compris au bout d'un moment et qui fait bachoter à ses élèves les évaluations de 6e. Ce qui fait que vous coupiez complètement les logiques de projet. Donc je pars du référent. Qu'est-ce qu'on appelle réussir? Qu'est-ce qu'on appelle comprendre? De manière très rapide. À l'UNESCO, nous ne parlons plus de réussite scolaire. Parce que la réussite scolaire est trop calquée sur les notes, est trop calquée sur les rendements, est trop calquée sur des indicateurs de performance, qui fait que de nombreux pays et de nombreux profs trichent pour respecter les indicateurs de rendement. Piloter par les résultats, c'est une folie. Ça marche en politique et encore, pour faire plaisir aux politiques. On ne pilote jamais par les résultats, on pilote toujours par les valeurs. Je vous rappelle qu'évaluer, c'est questionner les valeurs. Donc nous, on parle de réussite éducative, globale. Toute personne qui, à un moment, au contact avec d'autres, change quelque chose dans sa tête, que ce soit les connaissances, les techniques ou l'éthique, est dans le champ de la formation. C'est pour ça que l'éducation dans le monde, moi je connais des pays où l'éducation dite formelle, nous, là, assis dans un amphi, ça a disparu. Il reste les deux autres. Les deux autres, c'est l'éducation non formelle, c'est-à-dire que les gens apprennent quand même dans des organismes, mais ce n'est pas l'éducation nationale. Et puis surtout la troisième, qu'on appelle l'éducation informelle. Dans les villages africains, tout à l'heure Philippe le disait, c'est le village qui forme les enfants, quand il n'y a pas d'école. Et quand je travaille en Centrafrique, les classes que je vois sont à 220 élèves. Au Mali, elles sont que à 80. Donc en France, quand on pleure à 24, des fois, il faut peut-être un peu regarder ailleurs, quoi. Et quand les classes sont à 220 en Centrafrique, on les coupe en deux. Ça s'appelle les doubles flux. La moitié le matin, la moitié l'après-midi. Et l'Institut, on le paye 25% de plus. En plus, il est content quand il est payé. Et il est payé 47 €, vous voyez. Or, mon travail à moi, c'est de regarder ce que savent les élèves quand ils quittent l'école. Et bien, dans les classes à double flux et à gros effectifs, les résultats sont 2 fois meilleurs que dans les petites classes. Je ne vais pas tenter de détailler pourquoi, mais je vais donner au moins une des raisons majeures. C'est que les élèves développent entre eux des stratégies d'entre-apprentissage qui sont souvent bien supérieures aux stratégies des enseignants.